Bonjour Magali. On va le voir dans un instant, Ali Khamenei est sans doute l'une des cibles numéro 1 d'Israël. Mais d'abord, on va voir avec vous, Magali, comment le Mossad s'est infiltré en Iran. Alors, il y a peut-être une preuve. On va la regarder ici. C'est un simple immeuble, mais on est au cœur de Téhéran, dans un quartier ultra sécurisé. Et pourtant, Israël a réussi à abattre le numéro 1 du Hamas ici au cours de l'été, vous le savez, Ismaël Haniyeh. C'est une opération qui serait impossible sans relais sur place. Mais la question est de savoir jusqu'où va l'infiltration israélienne au sein de l'Iran, jusqu'aux gardiens de la Révolution, jusqu'aux militaires d'élite du régime. Il est impossible de répondre à cette question. Ce sont évidemment des opérations top secrètes. Mais selon le New York Times, quelques jours après la mort de Haniyeh, l'Iran a arrêté une vingtaine de personnes. Il y avait du personnel de la maison d'hôtes. Bon, ça semble normal, mais aussi et surtout des officiers supérieurs des services de renseignement iraniens et des responsables militaires. Il y aurait bien donc des agents du Mossad au sein même de l'appareil d'État iranien. Et ce ne serait pas nouveau. Israël n'a jamais rien revendiqué, mais on le sait, le Mossad s'est déjà appuyé sur ses réseaux en Iran pour saboter des infrastructures nucléaires, pour mener des attaques contre des sites militaires ou assassiner des scientifiques, comme ici, l'exemple le plus marquant, c'était en 2020. Il y aurait d'ailleurs en ce moment une véritable psychose en Iran. C'est ce qu'expliquait ce matin sur LCI le général Trinquant. L'Iran vient de publier un message en disant à tous les citoyens iraniens que s'ils trouvaient que quelqu'un pouvait travailler en faveur d'Israël, il était de leur devoir de le dénoncer. En Iran, il commence à y avoir une paranoïa aussi sur la menace intérieure. Et alors, c'est dans ce contexte, Magali, qu'une déclaration a fait l'effet d'une bombe. Oui, c'est la déclaration de Mahmoud Ahmadinejad dans une interview à l'antenne turque de CNN. L'ancien président iranien a révélé qu'une structure avait été spécialement mise en place pour contrer le Mossad en Iran. C'est une structure donc secrète. Eh bien, devinez quoi, le propre chef de cette unité travaillait en fait pour les Israéliens. Regardez ce qu'il a déclaré précisément. Le plus haut responsable du pays, chargé de faire face aux activités de renseignement d'Israël en Iran, était un agent du Mossad. D'après lui, ils étaient une vingtaine dans cette unité à être des agents doubles. Alors, il faut prendre ces déclarations avec prudence parce que Mahmoud Ahmadinejad, on sait, n'est pas franchement connu pour son honnêteté. Mais ce n'est pas le seul quand même à affirmer de telles choses. Un ancien ministre iranien avait déjà déclaré en 2022 que les Israéliens avaient largement infiltré la fonction publique iranienne. Mahmoud Ahmadinejad qui avertit, toujours sur CNN, au cours des 10 dernières années, le Mossad s'est tellement infiltré dans les différentes unités d'État iraniens que désormais, tous les responsables du gouvernement doivent craindre pour leur vie. D'où ce qu'on a vu après l'assassinat d'Haniyeh, eh bien, c'est que le guide suprême, Ali Khamenei, a été transféré dans un lieu ultra sécurisé. Effectivement, il a fait son apparition aujourd'hui, mais c'est la première fois en plus de 2 mois. Et donc, le fait que le guide suprême ait été mis à l'abri dans un endroit tenu secret, eh bien, c'était une première. Ça prouvait quand même les craintes qui pesaient sur sa personne. Merci beaucoup Magali. C'est vrai qu'on se rend compte en regardant un petit peu dans le rétroviseur finalement, Sophia, que ce Mossad est redoutable, notamment quand on voit quelles sont les cibles qu'il a réussi à abattre et de quelle façon. Oui, dans le terrain le plus hostile qu'il soit, c'est-à-dire l'Iran. Un régime répressif, dictatorial, c'est un exploit, tout comme l'a été l'infiltration du Hezbollah. On avait déjà été impressionné au Liban. Plus encore peut-être, parce qu'il y a chez les Iraniens une sorte de naïveté. Ils vivent un peu coupés du monde. Au Liban, le Liban est un pays libre, c'est un pays démocratique. Certes, c'est une démocratie imparfaite, mais on parle plusieurs langues, on est ouvert sur le monde, on parle français, on parle anglais. Donc les gens sont éveillés, les gens savent ce qui se passe ailleurs. Donc infiltrer le Hezbollah, à mon avis, était encore plus difficile que d'infiltrer les Iraniens. Cela étant dit, et d'ailleurs sur LCI hier ou avant-hier, l'ex-agent des renseignements israéliens, M. Jérusalemi, je ne sais pas si vous vous rappelez, avait nié la véracité des faits rapportés par Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien, disant que c'était un farfelu et que ces déclarations ne tenaient pas. Cela étant dit, il y a eu certes une taupe, et cette taupe, elle a fait du travail de très 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 haut niveau, puisqu'elle a permis d'assassiner le chef du Hamas alors qu'il était dans un quartier très surveillé. Ce qu'il faut rappeler enfin, c'est qu'il y a 2 ans, un haut responsable iranien, également parlementaire, avait déclaré, alerté, en disant « Attention, il y a
au sein de l'Iran un réseau du Mossad tellement important qu'un jour, je ne serais pas étonnée qu'ils atteignent le guide suprême, Ali Khamenei. Alors justement, à entendre toutes les explications de Magali Lunel et Sophia Amara, évidemment, Vincent Crouzet, est-ce qu'on peut se dire que Ali Khamenei est à la portée d'Israël aujourd'hui ? Ah oui, bien entendu. Alors, pas en raison des déclarations d'Ahmadinejad qui, à mon avis, donnent prétexte à une purge interne, et puis aussi l'aigreur d'Ahmadinejad qui est sur la touche aujourd'hui, donc qui est capable de dire un peu tout et n'importe quoi, notamment à CNN par l'intermédiaire de son antenne turque. Mais il est certain, effectivement, que le Mossad a des capacités de renseignement humain à Téhéran, mais qui sont certainement surévaluées à l'heure actuelle par le régime. La grande capacité du renseignement israélien, c'est sa capacité d'interception électronique, des signaux électroniques. Les Israéliens sont les plus en pointe au monde en ce qui concerne effectivement la captation et surtout le déclenchement de signaux électroniques sur mobile et sur téléphone satellitaire, ce qui a expliqué d'ailleurs le repli du Hezbollah sur des solutions de beeper et autres à des fins de sécurité. Oui, c'était Hassan Nasrallah qui avait demandé à ce qu'ils arrêtent d'utiliser les téléphones portables. Alors, Ali Khamenei, c'est une cible qui bouge tout le temps. C'est une cible de haute valeur qui bouge tout le temps. C'était un risque de se montrer et de livrer ce message ce matin ? Ça vous a étonné ? Alors, il a dû rester très peu de temps, en fait, à cet endroit-là, juste le temps de délivrer son message. Il bouge tout le temps, il est protégé par une unité d'élite qui s'appelle Vali et Amer, qui est une unité d'élite en fait du service de protection des gardes de la révolution islamique, qui est une unité extrêmement imperméable. On ne connaît pas l'identité de ses membres. Ils sont choisis parmi les membres les plus durs et les plus fanatiques en fait des GRI, des gardes de la révolution islamique. Ils sont en nombre limité en plus, contrairement à d'autres services de protection trop pléthoriques. Et donc pour assurer en fait le maximum en fait de confidentialité sur les déplacements du guide suprême. Voilà, donc comment dire, le plus, c'est la furtivité concernant Ali Khamenei, c'est le nombre très important en fait de lieux dans lesquels il peut se réfugier. Il y a des complexes présidentiels et pour les hautes personnalités iraniennes ces sites sont assez nombreux dans Téhéran et hors Téhéran aussi. Donc expliquant peut-être la difficulté pour le Mossad de monter très précisément une opération. Ensuite, quand ils taperont à coup sûr, de toute manière. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Didier François ? Alors, honnêtement, si nous, on savait à quoi s'attendre, eux le sauraient. Donc, je pense que l'astuce, c'est de voir ce qu'ils ont déjà fait et puis de pouvoir, à partir de là, tenter d'extrapoler. Je suis totalement d'accord avec Vincent. Il y a une surestimation volontaire et surtout, ça a été un petit peu instillé. Ça s'appelle la bleuite. Donc, comme ça permet justement d'organiser que ce soit les Iraniens eux-mêmes qui fassent des purges au sein de leur propre service de sécurité. Ça vous évite d'avoir à faire le boulot vous-même. Et ça marche très très bien, ce genre d'affaires. Et effectivement, les moyens techniques sont importants. Il y a des moyens humains, mais il n'y a pas d'ailleurs que les Israéliens qui les ont. Je rappelle que c'est peu connu, mais enfin, le fameux site de Fordo que vous voyez sur votre carte, c'est les Français qui l'ont trouvé. Donc c'est pas, et voilà, et c'est même si on a laissé les Américains faire la déclaration. Donc il n'y a pas que les Israéliens qui sont capables de travailler en Iran. Donc il y a beaucoup de gens qui sont capables de travailler en Iran et on travaille pas du tout comme vous, comme en fait. C'est pas comme vous et moi, vous alliez dire. Non, mais c'est des choses combinées. Voilà, c'est jamais, il y a jamais de source unique. C'est toujours un travail de longue haleine, voilà, et qui est souvent, parfois, partagé sur un certain nombre de choses en commun, entre autres sur la question du nucléaire, dans la contre-prolifération. Sachant qu'après, il y a des spécialistes, voilà, les différents pays se spécialisent dans un certain nombre de domaines. Voilà. Mais, donc, et ça, pardon, en Didier, revanche... Est-ce que vous pensez que ça fait des années, finalement, qu'Israël a les moyens de tuer Ali Khamenei et qu'Israël attendait la bonne opportunité pour passer à l'action ? Est une question qui est... le simple fait qu'on se pose aujourd'hui la question montre qu'on a changé de cadre. Pourquoi ? Parce qu'on peut considérer Ali Khamenei de deux façons, soit comme un chef d'État, et jusqu'à présent, dans les services, on s'interdisait de cibler des chefs d'État en HVI, donc en individus à haute valeur ajoutée, et soit on le considère non pas comme chef d'État, mais comme guide. Et donc, à ce moment-là, au même titre que Nasrallah ou que Haniyeh, et là, on change de registre.
Aujourd'hui, on voit bien que le simple fait de poser la question fait qu'on a changé de nature dans le conflit et dans le ciblage. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse discuter de ça, alors que c'était impensable il y a quelque temps, montre que le conflit a changé de nature. C'est important de comprendre ça. Ouais. Parce qu'on ne se serait pas posé la question avant. Aujourd'hui, Khamenei lui-même se la pose, puisque Nasrallah ne se l'est pas assez posé et qu'il en est mort. Donc la question, elle est celle-là. Elle est à quel moment, finalement, on rompt un certain nombre de règles que pendant des années, les services s'étaient fixés, y compris les Israéliens, et auxquels ils s'étaient tenus. Ça, c'est une vraie question et on n'a pas la réponse à ce stade. Seuls les gens qui étaient dans la réunion autour de la table la dernière fois, même s'ils n'avaient pas de grand écran, savent s'ils ont décidé ou pas de passer ce cap-là. Rina Bassiste, mettre un nom sur la prochaine cible d'Israël, c'est aussi créer une terreur au sein de tout le régime iranien. Il va y avoir une paranoïa aussi qui va s'emparer de tout ce régime. Ça, c'est pas nouveau. Je crois que depuis le 7 octobre, on voit bien cette guerre psychologique. Mais là particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de têtes qui ont sauté ces dernières semaines. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, cette guerre psychologique qui a commencé il y a presque un an s'accélère. Et ça, c'est clair. Si au début, on parlait que de Yahya Sinwar, depuis, on avait plusieurs chefs de Hamas et chefs de Hezbollah qui ont tombé. Donc, bien sûr, ça se comprend que chez les Iraniens, ils commencent aussi à se demander à quel moment ça va arriver chez nous. Maintenant, je suis d'accord avec ce qui a été dit, ce que Ahmadinejad a dit. Bon, on ne peut pas les prendre très sérieusement et il faut aussi se souvenir quand une agence d'espionnage infiltre un pays, ce n'est pas forcément qu'il y a plein de gens de Mossad partout. On peut bien s'imaginer qu'il y a des gens, des locaux en fait, qui sont soit payés, soit menacés par toutes sortes de moyens pour coopérer. Et à la fin, il y a aussi des opposants du régime qui peuvent agir seuls. Et on se souvient il y a quelques années l'attentat, exactement. On sait à Eli Cohen aussi. Il a travaillé tout seul, Eli Cohen. Il est arrivé à la tête de la, pardon de vous interrompre, de la structure militaire en Bien sûr, en mais Syrie. je pense aussi, en Iran, on avait il y a quelques années un attentat qui était commis par des opposants du régime. Donc, on a toutes sortes de forces qui sont capables de réagir. Avoir dit tout cela, je ne suis pas convaincue que les cibles principales maintenant pour cette riposte que Benjamin Netanyahu a annoncée sera vraiment Ali Khamenei. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Vincent Crouzet ? Oui, je suis d'accord avec ça. Je reviens sur ce que disait Didier tout à l'heure, qui était primordial, c'est-à-dire que la doctrine concernant les chefs en fait d'État et les chefs de mouvements terroristes a évolué et a changé, heureusement. Ils ne sont plus impunis et en fait, on peut parler de jurisprudence Haniyeh et Nasrallah aujourd'hui. D'ailleurs, Haniyeh a été touché dans un complexe présidentiel iranien, donc c'est assez intéressant. Donc ils avaient le renseignement au sein de ce complexe présidentiel. Et c'est assez intéressant parce que ça signifie qu'aujourd'hui, quand vous prenez une décision barbare ou dangereuse pour la sécurité du monde, vous n'êtes plus à l'abri. C'est très intéressant. Et le fait de pouvoir envisager effectivement de cibler Khamenei est un changement de doctrine considérable. Oui. Ensuite, ce que disait Rina est juste aussi concernant les capacités du Mossad. Le Mossad appuie sur toutes les touches du piano. C'est-à-dire non seulement éventuellement quelques clandestins, mais pas énormément à Téhéran. C'est extrêmement compliqué pour des clandestins de travailler dans un régime extrêmement fliqué, notamment par les milices Basiji. C'est extrêmement difficile, mais effectivement, avec d'honorables correspondants, avec des sources actives conscientes ou inconscientes. Oui. Et avec la corruption. Et avec la corruption. En fait, la grosse faiblesse de ce régime, c'est la corruption. Et c'est comme ça qu'on a... Et c'est comme ça qu'Israël arrive à infiltrer aussi l'Iran. Je vous conseille d'abord de lire l'excellent livre de Ronen Bergman sur Lève-toi et tue le premier, sur l'ensemble, l'évolution de la doctrine sur les opérations ciblées en Israël, et qui a aussi quand même décrit par le menu
lu dans le New York Times et jusqu'à présent l'ensemble des responsables en service des services de renseignement israéliens disent que c'est certainement le meilleur récit qui a été fait jusqu'à présent. Donc, où on voit bien qu'il y a quand même eu du recrutement au sein de la fameuse unité de protection gouvernementale, d'au moins 2 de ces cadres, et que la maison en question avait été piégée en amont sur l'ensemble des pièces, avec une capacité de donner un verre action au moment et dans la chambre dans laquelle était la cible définie, alors que d'autres cibles pouvaient exister, entre autres le président du djihad islamique, et qui n'a pas été touché. Donc on est là sur une capacité de précision en termes d'opérations clandestines qui effectivement ne veut pas dire qu'il y avait des agents clandestins en grand nombre sur place, mais une capacité d'action d'un réseau clandestin qui lui pour le coup est important.